Je me nourrissais tous les dimanches après-midi des films du commandant Cousteau et mon exutoire, c'était les plages du golfe du Lion ou la Grande Motte, Carnon-Plage, Palavas-les-Flots. Et on est dans un univers de créatures étranges, un monde sauvage, alors qu'a priori on n'est pas au bout du monde, quoi. C'est une mer de contraste nord-sud, Méditerranée, contraste aussi en termes de biodiversité. C'est une mer où il y a beaucoup d'espèces endémiques et une richesse endémique incroyable. C'est une mer qui relie des hommes, depuis le début, et qui, comme ça, ont créé une civilisation méditerranéenne. Liberté, respect, on parle dans le sud la même langue. Et si on arrivait à avoir cette liberté de communiquer sans entrave, d'oublier tous ces enjeux géopolitiques, ça serait un rêve. Mais je crois que le rêve est possible. Elle est précieuse et elle est fragile. On doit l'écouter. Tous les appels qu'elle nous fait aujourd'hui, il faut qu'on l'écoute. La Méditerranée, cette mer qui inspire à chacun au moins un souvenir, une émotion, une rencontre ou le bruit des vagues. À la fois hotspot de biodiversité et deuxième point de la planète le plus touché par le réchauffement climatique après l'Arctique, comment penser son avenir au regard des constats écologiques alarmants ? Par quelles actions et gestes concrets peut-on encore tout changer ? Je suis Camille Juzo et je vous emmène à la rencontre d'invités, scientifiques, marins, plongeurs, responsables d'instituts ou d'ONG, politiques ou militants, qui réfléchissent et œuvrent à la protection des mers et des océans. Car mieux les connaître, c'est mieux les protéger. Océano, un podcast de l'Institut océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco. Épisode 1. Les aires marines protégées peuvent-elles sauver la Méditerranée ? Dans ce premier épisode, il semblait incontournable de parler d'un mécanisme qui tente de faire se rencontrer et se mettre d'accord toutes celles et ceux qui vivent et travaillent la mer. Les aires marines dites protégées émergent en 1962, lors d'un congrès organisé par l'Union internationale pour la conservation de la nature, lui-même issu des premiers mouvements écologistes des années 40, dans la lignée de penseurs comme l'écrivain américain John Muir. Depuis, le nombre de ces aires marines n'a cessé d'augmenter, couvrant aujourd'hui 30 millions de kilomètres carrés, soit environ 8% des océans du monde. En Méditerranée, c'est lors de la Convention de Barcelone en 1976 que les pays se réunissent pour la première fois autour d'engagements communs pour réduire la pollution en mer Méditerranée et protéger l'environnement marin, contribuant ainsi à son développement durable. Pour commencer, nous allons entendre Cyril Gomez. Il est directeur général adjoint de l'Institut océanographique de Monaco, qui s'illustre depuis sa création en 1906 par le prince Albert Ier de Monaco pour la compréhension et la préservation des océans. En 2022, lors de la COP27 qui s'est tenue en Égypte, donc pays bien sûr lui-même méditerranéen, le prince Albert II a prononcé ces mots : « La Méditerranée fut le symbole hier des progrès des civilisations, elle est le symbole aujourd'hui des dysfonctionnements et des tensions de la planète. Elle doit être demain le symbole de solutions nouvelles. » Quelles sont ces principales pressions qui pèsent sur la Méditerranée dont il est question dans ce discours ? La Méditerranée, il faut imaginer que c'est environ 1% de la surface de l'océan global, qui lui-même représente les 2/3 de la planète. Sur ce petit pourcent d'océan, il y a 30% du trafic maritime. C'est énorme. Il y a aussi, évidemment, un réchauffement climatique qui va beaucoup plus vite que dans d'autres régions, du fait du caractère semi-fermé de la mer Méditerranée. La surpêche est vraiment importante. On considère que 58% des stocks de poissons de la Méditerranée sont surexploités. Alors comme ça vous dit rien. En Atlantique Nord, c'est 20%. Donc une mer plutôt mal gérée au niveau de la ressource halieutique, c'est-à-dire la ressource des poissons. La Méditerranée, c'est aussi 30% du tourisme mondial.
Et donc la fin de la citation, c'est « Elle doit être demain le symbole de solutions nouvelles ». Alors parmi ces solutions, les aires marines protégées sont un des fers de lance de l'Institut. Pourriez-vous nous redire avec vos mots ce qu'est une aire marine protégée ? Oui, et c'est pas simple. Quand on parle d'aire marine protégée, on parle aussi bien d'aire marine protégée intégrale, donc avec un très très fort niveau de protection. Une aire marine protégée intégrale, c'est une aire marine dans laquelle vous avez le droit de faire aucune activité extractive. Et puis, vous avez des aires marines protégées avec des degrés de protection vraiment minimaux, qu'on appelle quand même des aires marines protégées, mais dans lequel, par exemple, vous allez pouvoir pêcher, et même pêcher avec du chalutage, c'est-à-dire non seulement en prenant plein de poissons, mais en plus en détruisant les fonds marins et donc l'habitat des espèces vivantes. Donc, il y a un seul mot qui désigne tout ça, qui va du sanctuaire à une zone où il n'y a quasiment pas de mesures de conservation. L'objectif d'une aire marine protégée, dans tous les cas, c'est de mettre en place des mesures de conservation, de protection, voire de régénération de l'aire marine, c'est-à-dire de la partie de l'océan à laquelle elle s'applique. Pourquoi ? Ça permet à la vie de reprendre un petit peu de vigueur. Et partant de là, comme il y a un effet réserve, ce qu'on appelle un effet réserve, le fait que sur une zone significative, ça aille mieux, en fait, ça s'arrête pas au niveau de la frontière administrative de l'aire marine protégée. Ça va un petit peu plus loin. Et du coup, le fait de positionner stratégiquement des aires marines protégées, dans un réseau d'aires marines protégées, permet de faire le pont entre toutes ces zones. Et l'idéal, c'est de concilier ces zones où tout est bien géré, ou en tout cas tout est géré, avec des zones où les activités, parce qu'il ne s'agit pas d'interdire toutes les activités en mer, c'est pas ce qu'on prône à l'Institut, mais où les activités se font de façon raisonnée. Laurent Balesta est un photographe sous-marin, connu pour ses plongées extrêmes tout autour du monde, des eaux froides de l'Antarctique aux poissonneuses des tropiques. Il révèle un monde aux formes et aux couleurs fascinantes. Mais sa mer natale, c'est bien la Méditerranée, là où il a grandi. Vous faites des études en biologie marine à l'université de Montpellier. Vous menez un travail de cartographie des fonds de la première réserve marine établie à Banyuls. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos souvenirs de cette expérience ? C'est la fin de mes études universitaires, la toute fin, et donc je termine par un travail de recherche où j'essaie de faire la cartographie des habitats de la réserve intégrale de Cerbère-Banyuls. Ça n'avait pas été fait. Il faut comprendre que la cartographie biologique des fonds marins, c'est une science assez récente, elle a quelques décennies à peine. Ça peut paraître aberrant. Vous imaginez un parc naturel terrestre qui n'aurait pas de carte. Oui, et de plus, c'est aussi une aire qui a été établie en 1974, donc c'était assez récent. Oui, l'année de ma naissance. Et donc, il y avait cette carte à faire comme un outil de gestion de base, finalement. Donc, je me suis lancé dans ce travail de fourmi qui consistait à plonger en suivant des lignes que j'installais au fond de 200 mètres de long et que je décalais de 2 mètres sur 65 hectares pour, comme ça, tout décrire et ensuite tout rapporter sur une carte. C'était vraiment un travail de fourmi, mais passionnant parce que c'était vraiment un travail de terrain. Et du coup, ce travail de description, ça m'a permis de découvrir plein de choses qui n'étaient même pas à l'inventaire de la réserve. C'est là que j'ai pu rajouter à l'inventaire le poisson lézard et puis surtout le goby d'Andromède, un tout petit goby qui n'avait jamais été illustré, qui était décrit que d'un individu retrouvé mort 20 ans auparavant en Adriatique, donc de très loin de là. Alors ça, c'était une source de fierté incroyable. Ça cristallisait les 3 passions, c'est-à-dire la passion pour la biologie, pour les animaux, mais aussi pour la plongée, parce que c'était de l'exploration. Vraiment, il fallait aller les chercher. C'était pendant des plongées de nuit, au cœur de la nuit, entre minuit et 1h du matin que je faisais ça. On est à 10 mètres de profondeur. Et puis, c'était un travail de photographie, d'illustration. Donc, il y avait tout ce que j'aime. Alors, quand j'ai trouvé ce poisson qui n'avait jamais été vu ni là ni ailleurs, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, ma société s'appelle Andromède Océanologie. C'est une référence à ce poisson du temps de mes études. J'ai vu surtout, à cette époque-là, les effets de la protection. Ça a été merveilleux. J'ai pu voir, d'ailleurs, les 3 effets. Parce que cette réserve de Banyuls, comme d'autres zones protégées, il y a un cœur de réserve intégrale, où là, aucune activité n'est autorisée. Pas même la plongée récréative. Rien.
personne ne peut y aller pour aucune sorte d'activité, à part les passe-droits à certains scientifiques, et alors sur des programmes très précis et de courte durée. Ça, c'est la réserve intégrale, où j'ai eu le privilège de travailler, puisque c'est cette cartographie que j'ai fait. C'est un privilège énorme, hein. Vous imaginez un étudiant passionné, tout à coup on lui offre 65 hectares, où personne ne plonge jamais, et qui grouille de vie. Ensuite, autour de ces 65 hectares, il y a 650 hectares de ce qu'on appelle la réserve normale, où là, la chasse sous-marine est interdite. Évidemment, les techniques de pêche destructive, le chalutier, enfin tout ça, mais où la pêche artisanale est autorisée, dans certaines limites très contrôlées, où la pêche à la ligne est elle aussi autorisée, mais aussi avec des conditions très précises, et où la plongée récréative est autorisée. Et ensuite, en dehors de cette zone, les endroits où on peut faire un peu tout ce qu'on veut, et du bruit, et de la pêche sous-marine. J'avais un regard sur ces 3 zones de protection ou de non-protection. Quand j'étais gamin ou quand j'ai fait mes études là-bas, il y avait une différence très nette entre la réserve intégrale et la réserve normale. Et finalement, il faut l'admettre, assez peu de différence entre la réserve normale et l'extérieur. On trouvait pas vraiment plus de poissons dans la réserve normale qu'à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est incroyable. La réserve normale est aussi riche qu'était la réserve intégrale, par effet de débordement de cette réserve intégrale. Un endroit où vraiment la tranquillité règne, où les poissons sont libres et non stressés. Non seulement ils sont pas capturés, mais on les dérange pas. Et ils y ont trouvé là les conditions idéales pour se reproduire, pour être en surnombre. Et à partir de là, on migre, on s'extériorise et on tente de coloniser ailleurs, pour la plus grande satisfaction des plongeurs récréatifs comme des pêcheurs. Les pêcheurs sont heureux de cette réserve intégrale qui produit les poissons qu'ils pêchent ailleurs. Ça, c'est très important. Il ne faut pas se mettre en tête, en tout cas c'est un faux argument de dire oui mais les réserves intégrales, ça ne profite à personne. Bon, d'abord, est-ce que ça a vocation à profiter ? Ça c'est presque de la philosophie, mais non, ça n'a pas forcément raison de profiter. Il y a un droit du vivant à vivre aussi. Mais si on veut avoir une approche pragmatique, oui, ça profite. Bien sûr que ça profite. Ça profite par effet de débordement aux activités extérieures. Et ça, c'est très important. Et la preuve de ça, la preuve que ce que je suis en train de dire, c'est pas une vision utopique que j'aurais. C'est qu'aujourd'hui, la réserve de Banyuls, elle veut multiplier par 3 sa surface de réserve normale, mais aussi par 3 sa réserve intégrale. C'est-à-dire, elle veut créer 2 autres cœurs intégrales et 2 autres zones normales. Les premiers demandeurs, c'est les pêcheurs. En termes d'usagers, il y a la pêche, donc les pêcheurs, le transport maritime. Ça, c'est des personnes que vous mettez autour de la table aussi, justement, dans les discussions autour de chaque aire marine protégée, donc celles qui sont déjà mises en place, puis celles à venir. Il y a aussi les opérateurs du tourisme. Vous savez que dans l'économie maritime, au niveau de l'océan, 50% de la richesse produite par la mer vient de l'extraction d'hydrocarbures. Cyril Gomez. En Méditerranée, c'est pas ça. En Méditerranée, 60% de la richesse produite par l'économie maritime, c'est le tourisme. On prône pas de dire, quand on crée une aire marine protégée ou qu'on met en place un plan de gestion ou une zone de gestion, que tout soit gelé et qu'on travaille pas. Par contre, s'il y a du trafic maritime, faut réfléchir à comment faire pour qu'il y ait moins de collisions avec les cétacés, voire des moteurs qui font moins de bruit pour limiter les nuisances sonores. Quand on pêche, il faut aller sur des obligations de résultat. On voit comment la mise en place de quotas sur le thon rouge a permis à l'IUCN de passer cette espèce-là en danger critique à préoccupation mineure. Il faut faire en sorte que les activités touristiques soient faites par des professionnels qui protègent les milieux. Donc, vous voyez, à chaque fois, il s'agit de continuer l'activité, mais de telle sorte à ce que la nature puisse quand même bénéficier d'un certain équilibre et continuer à fonctionner, à rendre ses services, en fait, parce que c'est de ça dont il s'agit à l'humanité pour assurer la protection du littoral, la sécurité alimentaire ou tout simplement le bien-être en général. L'économie bleue, est-ce que vous pourriez dire ce que c'est, notamment par rapport à l'économie maritime ? L'économie bleue, c'est l'économie maritime durable. Et pour ça, il faut de la finance bleue.
Il faut de l'argent pour financer les aires marines protégées. Il faut de l'argent pour financer des technologies ou des approches qui sont plus respectueuses de l'environnement. Il y a un mouvement qui est enclenché et la principauté de Monaco est assez en pointe sur le sujet. Elle a notamment organisé le Blue Economy and Finance Forum en marge de la conférence sur l'océan des Nations Unies juin 2025. Donc cette finance bleue, faudrait déjà commencer par arrêter les subventions nocives. Ce serait un premier bon pas qui permettrait d'arrêter d'alimenter des flottes de pêche non durables ou des activités qui nuisent profondément à l'environnement et de l'injecter dans de l'économie bleue ou des mesures de conservation. Effectivement, les aires marines protégées, ça peut paraître parfois comme des déclarations qu'on écrit sur le papier. Rim Benzina est présidente de l'association La Saison Bleue, fondée en Tunisie en 2018, qui rayonne aujourd'hui partout en Méditerranée, afin de traiter des enjeux de gouvernance et d'aller à la rencontre des populations locales. Il faut savoir qu'en Méditerranée, on est à 8,8% des aires marines protégées, alors qu'on a un objectif d'atteindre les 30% pour 2030. Donc quand on voit sur le papier, on se dit mais on est très loin encore. Et plus encore, sur les 8,8, on n'a que 1% qui sont réellement des aires marines qui fonctionnent en tant que telles avec des règles, avec des procédures, des mesures de réglementation et de gestion de protection. En Méditerranée du Sud, c'est pire encore parce que sur les 94 qui sont positionnés au nord de la Méditerranée, on va avoir 0,19% uniquement en Méditerranée du Sud. Mais face à ça, le financement n'est pas le même. Pour avoir ces aires marines protégées, il faut de la gouvernance, il faut des financements, il faut du bon sens, il faut choisir et en même temps former tous ceux qui vont acter ces aires marines protégées, et il faut aussi avoir avec soi du local, du régional, de l'international. Avoir cette chaîne qui va du petit noyau au plus grand, c'est pas évident. Il faut aussi privilégier le public privé. Donc cet apport va donner un élan pour qu'une aire marine protégée soit bien financé, soit bien acté dans la tête de tous les acteurs, les pêcheurs, le secteur du tourisme, les plongeurs, les touristes, bien évidemment, tout ce qui va former les contours de ces aires marines protégées. Vous organisez un événement important à Bizerte. C'était le premier rendez-vous international de la rive sud de la Méditerranée consacré à la mer. Pourquoi était-ce, au moment où ça a été créé, nécessaire et comment se sont déroulées les discussions ? Il faut impacter. Pour impacter, il fallait organiser une rencontre à l'échelle méditerranéenne entre les rives d'abord pour avoir un son de cloche de tous les pays environnants et pouvoir sortir une déclaration ou acter tout ce qui allait se dire. Réussir le Forum mondial de la mer à Bizerte parce que c'était la pointe la plus septentrionale de l'Afrique, donc dire voilà, on est en Méditerranée, mais c'est la pointe la plus au nord de toute l'Afrique. Et arrive 2023, et j'enchaîne, sur notre volonté d'aller plus loin encore, de la Méditerranée à l'Afrique, avec le concours et le support de l'Académie du Royaume du Maroc, on a lancé le Blue Africa Summit à Tanger. Le port en eau profonde de Tanger-Med, c'est aujourd'hui un des ports qui est parmi les premiers dans le rang mondial des ports en eau profonde. Et c'est à noter que c'est un port qui existe sur la rive sud de la Méditerranée, mais qui a ses portes ouvertes entre l'Europe et l'Afrique. C'est comme une boussole qu'on met en place pour que tous les pays africains puissent avoir une sorte de roadmap afin de gérer au mieux une économie bleue durable, afin de gérer au mieux une gouvernance pour le continent africain, avec une société civile existante et portant sa voix, et aussi avec les scientifiques. C'est très important d'avoir à bord de toute initiative des scientifiques parce que c'est eux qui nous donnent le cap. Donc, que demander de plus que de réussir encore avec une co-construction, une coopération de tous ces acteurs réunis.
je me connecte là sur le serveur de calcul pour faire tourner ces modèles qui sont très complexes, très lourds. Yoon Jae-sin est biologiste marine et directrice de recherche. Elle nous parle depuis son laboratoire de l'IRD à Montpellier. Nous sommes obligés de nous reposer sur des gros serveurs de calcul. Et donc, par exemple, en France, on a quelque chose d'unique que nos collègues américains ou européens nous envient beaucoup. C'est qu'on a un supercalculateur qui s'appelle Datarmor, qui est dédié spécifiquement pour tous les travaux numériques sur l'océan. C'est assez unique, on a beaucoup de chance. Et c'est un serveur qui n'est pas à Montpellier dans mon laboratoire. Il est hébergé à l'Ifremer de Brest. Donc toutes les personnes qui font des travaux numériques, qui ont besoin de gros calculs ou de gros stockages de données, comme moi, et travaillant sur l'océan, on a accès à ce supercalculateur de haute performance. Et là, par exemple, je vous affiche une carte. Et cette carte de la Méditerranée, elle est grillée. Dans chaque cellule, je peux savoir à un instant donné combien il y a de poissons, quelles espèces, quels phytoplanctons, quels zooplanctons, quelle température, etc. Alors, lorsque nous faisons nos scénarios, nos différents scénarios d'aires marines protégées, on a pu tester en mettant tout ça ensemble. Le changement climatique, les aires marines protégées, quels seraient les résultats, en fait, comment les aires marines protégées pouvaient compenser les impacts du changement climatique. Et ce qui est formidable, c'est qu'on voit justement que l'instauration d'aires marines protégées, et cela quel que soit le scénario d'aires marines protégées, vient compenser les effets négatifs du changement climatique, et il suffirait seulement de 5% d'aires marines protégées en protection stricte pour venir contrebalancer les effets négatifs du changement climatique sur les grands démersault, sur le merlu par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important en termes de gestion, de message auprès des décideurs, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'aller jusqu'à 10% pour contrecarrer les effets du changement climatique. Alors bien sûr, il faudrait aller un peu plus que 5% pour voir d'autres indicateurs de biodiversité aussi revenir à la hausse. Avant de faire des modèles, j'ai commencé comme beaucoup de jeunes étudiants et chercheurs avec plein d'étoiles dans les yeux, en voulant plonger tout le temps, en voulant être sur l'eau, en voilier ou en compagnie de mammifères marins. Par exemple, parce que mes premières opérations de terrain, c'était avec le grand dauphin de l'île de Sein. J'en garde des souvenirs merveilleux. Nous avons été aussi dans des écosystèmes de mangroves. J'ai été plongée dans les eaux hyper riches de l'Indonésie. C'était merveilleux. Mais en fait, en vraiment me professionnalisant de plus en plus dans le métier de recherche sur les écosystèmes marins, eh bien, je me suis rendu compte que mes forces étaient plutôt sur les aspects justement quantitatifs, tout ce qui était un peu numérique et mathématique. À l'époque où j'ai commencé mon métier de recherche, il n'y avait pas tant que ça de personnes, de biologistes qui pouvaient aussi manipuler des équations et du code informatique. Et donc il y avait une niche là ici. Je m'en suis saisie et ça me ravissait parce que justement, comme je vous disais, dans mes modèles, j'ai l'impression que je vois mes poissons, je vois tout ce fonctionnement et j'essaye de faire une grande synthèse des connaissances scientifiques. Alors en juin dernier, se tenait un grand sommet sur les océans, c'était à Nice. Qu'en est-il ressorti selon vous de façon peut-être globale pour les océans de la planète et puis la Méditerranée en particulier ? D'abord, il y a eu les special events. Cyril Gomez. Le special event sur la science a vraiment été un grand succès. La communauté scientifique a pu renforcer ses diagnostics, son expertise et apporter aux décideurs politiques des éléments de compréhension toujours plus clairs sur pourquoi il est nécessaire d'agir pour l'océan. Il y a eu à Monaco le Blue Economy and Finance Forum qui a aussi marqué le point de départ d'une aventure sur le développement de l'économie bleue. Aujourd'hui, on estime qu'il faut 175 milliards de dollars par an pour avoir une gestion durable de l'océan. Globalement, on en est à 25 milliards de dollars par an. Donc il faut
multiplier par 7 l'effort qu'on est capable de faire aujourd'hui, par exemple en supprimant les subventions nocives. Au niveau mondial, là, Au niveau mondial, exactement. Le Blue Economy and Finance Forum a été un moment fondateur où on a mis tous les acteurs autour de la table pour commencer à explorer des solutions sur le long terme et à faire monter cette capacité de financement. Donc ça, c'est 2 premiers résultats de la conférence de Nice qui sont importants. Et puis évidemment, la conférence de Nice en elle-même, dans le moment que nous vivons aujourd'hui, a quand même été un moment de dialogue multilatéral, ce qui était essentiel, et a eu un certain nombre de résultats, d'outputs, dont, je vais prendre un exemple concret, la création de la mission Neptune, qui est une plateforme à la fois de science et de diplomatie, qui se met en place pour aller faire de la recherche en haute mer, et sur les grands fonds, donc pour protéger la biodiversité en haute mer et pour améliorer nos connaissances sur les grands fonds, qui sont des lieux où il y a des minerais et où il y a de très très forts enjeux de préservation de l'environnement qui se situent. Les explorations de Monaco, soutenues par l'Institut océanographique, ont vocation à promouvoir la coopération gouvernementale, la science et la médiation. À l'automne 2025, un équipage de 6 personnes composé de scientifiques, techniciens et médiateurs embarque à bord d'un catamaran appelé Mode X, complètement sobre énergétiquement et zéro émission carbone. Direction Athènes, première étape de cette mission qui durera 40 jours. C'est une aire marine protégée ancienne qui a été créée dans le milieu des années 1990 dans le nord de la mer Égée, qui s'appelle le parc marin des Sporades du Nord, autour de l'île d'Alonissos. Xavier Prache est directeur de la Société des explorations de Monaco. On y trouve plusieurs sous-aires marines protégées, on va dire, avec autour de l'île de Tipéry, qui est une petite île vraiment au nord-est de cette zone, qui bénéficie d'un niveau de protection le plus élevé possible. Et donc là, c'est un vrai sanctuaire. On y fait des activités très réglementées, on est obligé de demander des permis, c'est très surveillé. On a eu la chance extraordinaire de pouvoir y mener des activités scientifiques. Et ce qui nous a permis de montrer, même si on s'en doutait, mais en tout cas on a eu la preuve scientifique que protéger par le biais de ces aires marines protégées, des sites particuliers permettaient d'avoir des résultats qui sont tout à fait étonnants. Et ça nous a fait plaisir de pouvoir montrer cela dans cette aire marine protégée que la Grèce avait créée dans les années 90, parce que si on est allé en Grèce, c'est un pays qui est connu pour ses sites merveilleux, mais aussi par les menaces qu'elle subit en termes de pression touristique très forte, de croisières, d'activités de pêche également, de plongée sous-marine. Et donc, il était important pour la Grèce de pouvoir montrer que toutes ces activités sont compatibles avec une préservation de la biodiversité. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco, dit à l'envi qu'on ne protège bien que ce que l'on connaît bien. Et on ne peut connaître bien un environnement que si on va l'étudier de manière très objective par la science. En allant dans les différents sites dans lesquels on est allé pendant cette mission, on a fait 3 escales pendant la mission avec des collaborations locales pour nous permettre d'arriver ensemble à ces résultats qui, j'espère, porteront le fruit en termes de décision, soit d'amélioration des règles de gestion qui existent aujourd'hui ou de création de nouvelles aires marines protégées. J'ai passé 33 ans de ma vie dans la marine nationale, marine nationale française. Et vous voyez, c'est très drôle parce que moi j'ai vu l'évolution de cette institution militaire, étatique, régalienne, française. Au tout début de ma carrière, on jetait des poubelles à la mer dans des sacs en plastique. Et en plus, sur les sacs en plastique, on y mettait des encres de marine avec marqué dessus « Marine nationale ». Et donc, c'était juste dingue. Je me souviens de ces chapelets de poubelles qu'on voyait dans le sillage des bateaux. Ça, c'était dans les années 90. Et puis, très vite, en fait, il y a eu cette prise de conscience. Et aujourd'hui, tous les déchets sont compactés. On a des chambres froides pour stocker les poubelles qui sont plus du tout jetées à la mer, sauf tout ce qui est organique, évidemment. Chaque marin, qu'il soit militaire ou pas, a la conscience à la fois de la fragilité et de la force de l'océan. On subit les mêmes tempêtes et on est tous à la fois admiratifs des couchers de soleil ou quand on croise une baleine, quand on croise un banc de dauphins. On a tous des yeux d'enfant en fait et on se dit c'est magnifique.
On a ce point commun, que ce soit les scientifiques, les militaires, les marins. Les 40 jours que j'ai passés en mer en Grèce, ça a été que du bonheur, même si je m'aperçois que on n'a plus 20 ans et que c'est juste un tout petit peu plus fatigant. Mais en tout cas, c'est une saine émulation, ça c'est certain. On a prévu d'aller au moins en Tunisie, au Maroc, où il y a déjà de très belles collaborations en termes d'aires marines protégées, peut-être en Égypte, peut-être en Algérie. Dans le sud, dans le nord, il y a l'Adriatique avec l'Albanie, toute cette côte entre l'Albanie, le Monténégro, la Croatie. Il y a également la Turquie qui est intéressante dans ce domaine-là. Au Liban, le Liban, c'est vraiment un État qui possède déjà de très belles aires marines protégées. C'est un peu compliqué aujourd'hui d'imaginer une mission dans cette zone-là, malheureusement compte tenu du contexte géopolitique. Et puis les missions Méditerranée, elles ont vocation également à aller en mer Noire. Malheureusement, la géopolitique aujourd'hui ne nous permet pas d'y aller, mais ce serait vraiment une formidable victoire de pouvoir imaginer une mission en mer Noire d'ici à 2030. Et encore une fois, ce qui est vraiment essentiel dans chacune des missions qu'on va organiser, c'est la collaboration que l'on peut avoir avec les scientifiques, mais également tous les responsables de projets de médiation. En Grèce, ça a été le cas. On a travaillé avec une fondation à Athènes qui a accueilli une exposition que l'on a organisée, qui avait été inaugurée à Barcelone. C'est une exposition itinérante sur les aires marines protégées de Méditerranée et qui en fait appelle l'attention du public sur le temps de l'action. Il est temps d'agir sur l'état de santé de la Méditerranée car il est toujours temps de la protéger. Cette exposition a été abritée pendant 1 mois à Athènes dans cette fondation. Et c'est ça, cette petite graine que l'on sème dans cette nouvelle génération, elle est très prometteuse. L'organisation de notre exposition vise vraiment à déclencher, à recréer ce lien entre l'homme et l'océan pour avoir envie de le protéger. Quand on met la tête sous l'eau aujourd'hui en Méditerranée, c'est riche, c'est très riche. La Méditerranée est un hotspot de biodiversité, mais elle a déjà beaucoup perdu. L'explosion de la vie dans le cadre d'une mer Méditerranée bien gérée est une version utopiste, mais une utopie, justement, c'est quelque chose qu'on peut réaliser. En fait, c'est notre responsabilité d'aller réaliser cette utopie. Donc c'est vraiment ce message-là qu'on essaie de faire passer à nos visiteurs. Depuis 6 mois, il y a 1 demi-million de personnes qui ont été exposées à ce message. Et il y a une chose que les gens doivent comprendre, c'est que ils doivent s'engager individuellement avec des petits gestes. C'est pas suffisant. En revanche, c'est nécessaire. Parce qu'à chaque fois qu'on fait ces gestes qui sont pas suffisants mais nécessaires, on lance un défi à nos politiques et on lance un défi au secteur économique. La grande exposition Méditerranée 2050, présentée au musée océanographique de Monaco, est toujours accessible au grand public. L'occasion de redécouvrir l'histoire des expéditions menées par l'Institut depuis son origine au XIXe siècle, et de se projeter dans le futur de la Méditerranée, grâce à des salles immersives où la biodiversité serait reconstituée avec la mise en place d'aires marines protégées. L'expérience se prolonge en dehors du musée avec l'application MyOceanMed qui permet de gérer sa propre aire marine en ligne. Quand on plonge au nord du Cap Corse, on entend beaucoup le trafic maritime. Énormément. Et même à plus de 100 mètres de profondeur, les cargos, les paquebots, les porte-conteneurs, ça fait beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Et après, évidemment, de temps en temps, il y a le bonheur d'entendre quelques mammifères marins, les dauphins, les cliquetis des cachalots. Le bruit du phoque-moine de Méditerranée que l'on a entendu comme un fantôme au-dessus des nids de picarelles en Corse. Espoir de peut-être un jour voir revenir le phoque-moine jusqu'en Corse. Le poisson, pour nous, c'est un bon présage, c'est de la protection. Donc, en arabe, je le dirais, c'est-à-dire ayez un œil sur ces aires marines, préservez-les, continuez à les respecter. C'est vraiment respecter aussi ces espèces qui ne nous parlent pas, mais qui existent sous l'eau. Si vous avez foi en vos croyances, adoptez-les jusqu'au bout en préservant le poisson qui est un signe de protection.
Océano, un podcast de l'Institut océanographique Fondation Albert Ier de Monaco. Écriture et interview, Camille Juzo. Musique originale, Thomas Loupias. Réalisation, Johanna Lalonde. Production, Initial Studio. Responsable éditorial à l'Institut, Frédéric Couder. Vous pouvez retrouver les autres épisodes d'Océano Podcast, en particulier le récit épique de la vie du peintre et explorateur du 19e siècle Louis Thiner, sur le site de l'Institut et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.